Aujourd'hui, il y a 100 millions d'étudiants dans le monde. Demain, on pense qu'il y aura 200 millions d'étudiants et le nombre d'élèves est probablement de l'ordre du milliard et plus. Et la question, c'est comment est-ce qu'on aide tous ces jeunes. Ça, c'est vraiment une question qui est aujourd'hui sans réponse et qui m'anime et qui me motive. Et tous les jours, j'essaye de réfléchir à tiens, qu'est-ce qu'on arrive à faire localement qui déjà fait avancer le schmilblick localement, mais comment est-ce qu'on peut trouver des solutions qui permettent à d'autres de dupliquer ce qu'on peut faire ici. On sous-estime à quel point, quand on apprend des connaissances ou des faire ou des savoir-faire, on apprend aussi les systèmes dans lesquels on apprend. L'école ne s'en sortira pas si justement elle n'a pas une démarche un peu plus réticulaire, où l'autonomie ne serait pas un vain mot incantatoire. Lorsqu'on apprend dans des systèmes fondés sur la compétition, sur la rivalité, sur le fait qu'il y avoir des premiers et des derniers, des gagnants et des perdants, et même des gens qui vont être très tôt exclus du système, on apprend que c'est normal de la compétition, on apprend que c'est normal qu'il y ait de l'exclusion sociale. J'en ai 1000. Comment faire réussir tous les élèves? On n'a pas encore la réponse. Quand on apprend dans des systèmes fondés sur la coopération, dans lesquels on a intérêt à l'enrichissement intellectuel et moral de l'autre, à travailler ensemble, on apprend à coopérer. Que l'innovation ait besoin de résultats, quelque part c'est normal, mais si l'innovation ne donne pas le droit à l'erreur, alors elle n'aura jamais de résultats. Parce qu'on ne peut jamais complètement s'approprier des résultats. On est des créateurs de situations et ce sont les gens qui vivent les situations et qui en font quelque chose pour eux-mêmes, qui peuvent s'approprier les résultats et les dire comme leur propre cheminement. Et on leur donne le droit à l'erreur et donc on leur donne la possibilité de se rattraper et d'apprendre de leurs erreurs et d'aller plus loin la fois d'après. Et aujourd'hui, on a des étudiants qui ont gagné 4 prix internationaux dans une compétition internationale au MIT. On a des étudiants qui ont créé des associations, qui ont créé des startups, qui ont publié dans les meilleures revues scientifiques internationales. Alors des résultats, bah oui, on ne va pas dire non. Rien d'extraordinaire non plus. Et j'ai voulu retrouver mes anciens élèves, donc des élèves que j'avais eus les uns pendant 3 ans de suite, CE2, CM1, CM2. Ce qu'ils disent est très très impressionnant, très très émouvant. C'est des gens qui ont entre 46 et 52 ans, qui ont des souvenirs extrêmement précis de ces années-là, qui disent des choses tout à fait importantes au niveau de l'apprentissage. Je pense par exemple à Olivier, qui est étancheur de métier, et qui dit, mais c'est terrible en même temps, qui dit ce sont les 2 seules années où j'ai aimé l'école et aimé apprendre. Le résultat, pour moi, il est simplement humain. C'est que lorsque je croise un ancien élève qui est passé comme ça un jour ou l'autre dans cette forme de démarche, je sais que lorsqu'il me voit, il me voit avec plaisir. On a quand même limité l'évitement entre la maternelle et le CP. Voilà. Et que du coup, on a une mixité sociale qui est en train de prendre, de se mettre en place sur l'école, voilà, de façon, et donc des conditions plus favorables quand même, à partir du moment où il y a une mixité sociale dans les classes. Peut-être à qui je suis reconnaissante. Est-ce que l'école est prête à fonctionner selon d'autres modalités qui seraient un peu moins verticales et un peu plus horizontales? La première personne à laquelle j'aurais envie de dire ma reconnaissance, c'est mon père. Mon père qui était un militant mutualiste dans les PTT, qui était militant dans d'autres structures, qui, quand nous étions en 6e, apprenait l'anglais et le latin avec nous pour nous aider à apprendre l'anglais et le latin. La question que j'aurais aimé qu'on me pose, du moins la question à laquelle j'aurais aimé répondre, c'est qu'on me demande si j'aimais mon métier, et j'aurais répondu que j'adore mon métier. Pour moi, aujourd'hui, c'est quel est le rôle de l'enseignant à l'heure d'Internet.
Et la réponse à cette question, elle n'est pas facile. Mais je pense que, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont remises en cause, mais je pense que le métier fondamental de l'enseignant, qui est la maïeutique socratique, qui est la capacité à aider les enfants à grandir et à apprendre et à aller toujours plus loin, ce métier-là, il est plus essentiel que jamais. Simplement, il est différent d'avant, puisqu'avant, il y avait des informations qui étaient limitantes. Et donc le rôle de l'enseignant, c'était de transmettre ces informations et ces connaissances. Aujourd'hui, les informations sont surabondantes, donc le rôle de l'enseignant, c'est d'aider à les classer, les hiérarchiser, les critiquer, les synthétiser. Et ça, ce sont un rôle absolument essentiel qui est effectivement pas forcément celui de l'école du 19e siècle, mais qui est celui de l'école du 21e siècle. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on permet cette transition entre cette école dont on a hérité depuis le 19e et comment est-ce qu'on la fait rentrer dans le 21e siècle.